Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir, occuper vos enfants. Dans quelques instants, Valérie Roumanoff nous présentera son livre Parents solo avec ou sans l'aide de l'autre parent, élever ses enfants avec zen et bienveillance de la collection Parents au top publiée aux éditions Erol. Christelle Risuto nous parlera du spectacle Paris des Minus à découvrir avec vos enfants au théâtre du gymnase Maribel à Paris. Et je recevrai Alexandre Pelle qui triomphe dans son excellent one-man show Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout, actuellement au théâtre La Divine Comédie à Paris. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Cats. Je vous présenterai ma sélection livres, Le Panache, Linette et le Marchand de Sable, La Maison qui prend la mer, La Reine Réjeanne et enfin Nathan et le Rouleau Magique de Nicole Burezi et illustré par Mindy Reynaud aux éditions LC. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de Rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Je reçois à présent Valérie Roumanoff. Bonjour Valérie Roumanoff. Bonjour. Alors vous êtes hypnothérapeute et recevez aussi bien des adultes que des enfants. Vous formez également des futurs thérapeutes en hypnose et en PNL, animez des stages de gestion du stress et de confiance en soi. Vous êtes à l'origine du blog Drôle de Maman et avez publié déjà de nombreux livres mêlant parentalité positive et hypnose comme Le Marchand de Sable va passer et Si on arrêtait de crier sur nos enfants, ainsi qu'un livre thérapeutique Anxiété, insomnie, vos problèmes vous veulent du bien. Vous intervenez régulièrement à la télévision en tant qu'expert pour parler des bienfaits de l'hypnose et aujourd'hui je vous reçois pour parler de votre livre Parents solo avec ou sans l'aide de l'autre parent, élever ses enfants avec zen et bienveillance. Valérie Roumanoff, est-ce que les journées d'un parent solo sont comparables à celles d'un super-héros? Oui, on peut dire ça parce que c'est compliqué de devoir tout faire tout seul et puis souvent on se met en plus la pression d'y arriver encore mieux que les autres ou aussi bien et du coup ça rajoute au fait que c'est déjà compliqué par le fait qu'on veut y arriver, tout seul, qu'on est tout seul et que du coup c'est pas toujours simple. Valérie Roumanoff, est-ce que l'on peut dire que rester disponible et à l'écoute de son enfant en créant un cadre propice à son bonheur relève presque de l'exploit? Oui, on peut dire ça parce que c'est difficile d'être attentif à l'autre quand on a soi-même des soucis, évidemment. Et donc peut-être la première astuce pour pouvoir y arriver, c'est justement de ne pas essayer d'y arriver, de ne pas se mettre cette pression supplémentaire sur les épaules alors qu'on en a déjà beaucoup à gérer. Ouais. Une séparation est-elle forcément traumatisante pour les enfants? Alors non, justement, pas du tout. Parce que les enfants, ils ont une capacité d'adaptation assez extraordinaire et à partir du moment où ça se passe bien, c'est-à-dire où tout le monde est d'accord en fait avec cet état de fait, eh bien c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de pouvoir justement bien vivre la situation. Parce que ce qui le dérange, c'est quand il voit et qu'il sent que ça dérange les autres, ça dérange ses parents et ça c'est difficile pour lui. Que pourront trouver dans votre ouvrage les lecteurs alors? Alors, il y a beaucoup d'astuces en fait, que ce soit des petits exercices qui permettent de mieux vivre cette situation, parce que l'idée du livre, c'est que c'est pas parce qu'on est séparés, c'est pas parce qu'on est parent solo qu'on est forcément malheureux. C'est vraiment pour aller à l'encontre de cette idée-là. On peut être un parent solo et très bien vivre cette situation. On peut être un parent solo et très bien s'occuper de son enfant. On peut être un parent solo et avoir de la joie et de la bonne humeur dans sa maison. C'est possible. C'est vraiment un état d'esprit en fait, de pouvoir se dire que c'est possible. Et en se disant c'est possible, et c'est ce que veut dire ce livre, et en donnant beaucoup d'astuces pour pouvoir y arriver, eh bien on peut regarder la vie, on va dire,
d'un autre côté. On peut voir qu'il y a deux côtés, il n'y a pas qu'un côté, il y a plusieurs côtés, il y a de toutes sortes de côtés dont on peut regarder la vie, et qu'on peut à ce moment-là choisir celui qui nous convient. On n'est pas obligé de mal vivre la situation. Alors vous dites que lorsque vous êtes devenue maman solo et que vous avez cherché des informations sur ce sujet dans des livres, sur Internet, auprès des professionnels, tout ce que vous avez trouvé était complètement déprimant. Mais oui, c'est ça, parce que c'est comme s'il y avait une espèce de préjugé qui dit qu'à partir du moment où on se sépare, c'est forcément un échec, c'est forcément dur, c'est forcément difficile. Alors oui, c'est vrai, c'est dur, c'est difficile et on a l'impression d'avoir échoué, mais pas que. On peut y trouver toutes sortes d'avantages à cette situation, et vraiment l'idée c'est de pouvoir justement chercher ces avantages et de pouvoir en profiter pour changer les choses. Par exemple, dans des séparations, des fois, il y a un ou l'autre parent, c'est souvent le papa qui va se retrouver seul avec ses enfants pour la première fois, entre guillemets, c'est-à-dire il va devoir vraiment s'en occuper dans des périodes assez longues tout seul, et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas arrivé avant, et ça peut permettre justement un rapprochement entre les enfants, le papa, ou les enfants, la maman, d'une façon différente que si les parents étaient restés ensemble. Donc, on peut y voir des avantages, et vraiment l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir changer d'idée sur la situation. L'année où vous êtes devenue maman solo, vous avez perdu en plus votre emploi et votre appartement. Comment êtes-vous arrivé à surmonter cette situation et surtout à vous en sortir ? C'est-à-dire que oui, souvent c'est lié à plusieurs changements. C'est-à-dire quand on se sépare, on change de maison, parfois on change de travail. Ça peut être vraiment un gros changement. Et ce qui est difficile dans les changements, c'est que déjà on n'y est pas préparé, et en général on n'aime pas ça parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver derrière. Donc vraiment, moi j'ai passé une période assez difficile, justement de me dire mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais y arriver, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui m'arrive. Et financièrement aussi, vous dites que c'est très dur. C'est pas ce à quoi on s'attend. Et oui, ça peut être aussi tout à fait dur financièrement, parce que justement, on est obligé de séparer les revenus. Ça me paraît un peu évident. Donc c'est de pouvoir se faire aider aussi. C'est vraiment important de demander de l'aide, de pas hésiter à demander de l'aide. Et souvent, les parents solos, ils ont tendance à vouloir s'en sortir tout seuls pour justement montrer qu'ils y arrivent, mais en fait c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'on a besoin d'aide. Donc plus on peut en trouver, mieux c'est, que ce soit les voisins, que ce soit les grands-parents, que ce soit les parents des amis des enfants à l'école, enfin tous les gens qui sont autour peuvent être sollicités. Il faut pas du tout hésiter en fait à demander de l'aide pour pouvoir justement respirer, se reposer, et puis trouver des nouvelles idées pour faire autrement. C'est le conseil que vous donnez en tout cas aux parents solos qui ont l'impression qu'ils ne s'en sortent pas. C'est ces conseils-là. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire de vraiment relâcher la pression. Et souvent, quand on est seul, on a envie de jouer le rôle du papa et de la maman, les deux. Et en fait, non, on n'est qu'une seule personne. Donc, on peut pas faire comme si on était deux, en fait. Donc, c'est pas la peine de vouloir en faire trop. Et souvent, c'est ça qui est épuisant et qui est déprimant, c'est qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à tout faire. Et justement, dans le livre, il y a toutes ces questions de qu'est-ce qui est vraiment important. Est-ce que ce qui est vraiment important, c'est que la maison soit impeccable tous les jours? Est-ce que ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps le matin, de se lever de bonne humeur ou de se presser? Enfin, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour nous? Et pour chacun, ce sera différent. Et de pouvoir se concentrer là-dessus et de laisser tomber les autres, parce qu'on n'est pas des super-héros, parce que on n'est pas des surhommes et des surfemmes, et qu'à un moment donné, faut l'accepter, c'est tout. Et qu'en l'acceptant, du coup, ça va mieux déjà. Pour les parents qui perdraient justement leur calme avec leurs enfants et qui se sentiraient coupables, comment peuvent-ils faire pour sortir de ce cercle vicieux ? Oui, voilà. Alors, la culpabilité, c'est quelque chose de terrible aussi pour les parents solos, encore plus que pour les parents en général, je dirais, parce qu'on a l'impression que c'est notre faute si l'enfant subit une situation qu'il n'a pas demandé et pour lequel il est évidemment pas du tout responsable. Donc, le premier truc à faire, c'est vraiment de se débarrasser de cette culpabilité en se disant qu'on a fait du mieux possible. On a fait souvent quand on se sépare, c'est quand même après avoir réfléchi un petit peu, ou avoir considéré que c'était pas possible de faire autrement. Donc à partir du moment où c'est pas possible de faire autrement, c'est que c'est pas possible. Donc on peut pas regretter quelque chose qui aurait pas pu être autrement. C'est vraiment le raisonnement de prendre la chose à l'envers. C'est pas ça aurait dû être autrement et je me sens coupable de pas y être arrivé. C'est comme ça. Et à partir du moment où c'est comme ça, c'est que ça a pas pu être autrement. Donc j'ai pas à me sentir responsable de ça, j'ai pas à me sentir coupable. Et en me sentant pas coupable, ça va m'enlever un poids des épaules et ça va me permettre d'être plus disponible pour mon enfant, plus disponible pour moi, plus disponible pour pouvoir savoir ce que je veux vraiment et comment faire pour l'obtenir. Donc la culpabilité, c'est vraiment pas nécessaire. Vraiment, c'est pas utile.
C'est pas utile. Vous préconisez de lister les tâches également, hein, ce qu'il y a à faire. Oui, voilà, c'est ça. Alors il y a des petites astuces, voilà, avec des tableaux. Il y a les tâches. En fait, on n'est pas obligé de toutes les faire. Il y en a qu'on peut déjà supprimer en se rendant compte que finalement, on n'a pas du tout besoin de faire ça. C'est pas obligatoire. On peut se mettre des obligations il faut absolument que, je sais pas, que j'emmène mon enfant au parc tous les jours ou je sais pas quoi. Non, on n'est pas obligé, pas tous les jours. Il y a rien qui est obligatoire en fait. C'est qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous fait du bien à nous, qu'est-ce qui fait du bien à notre enfant. Et si on n'y arrive pas, si on peut pas, si on est fatigué, on le fait pas en fait. Ça peut être salutaire de ne pas faire aussi. Ensuite, ça peut être de déléguer à d'autres gens, de pouvoir simplement demander de l'aide, comme on disait tout à l'heure. Et ça peut être de reporter. Il y a des tâches qui sont pas forcément urgentes. C'était Eisenhower qui disait ce qui est urgent est rarement important et ce qui est important est rarement urgent. Donc de pouvoir justement faire le tri entre toutes ces choses pour pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important et urgent, qui est pas grand-chose en fait. Et le reste, on se débrouille plus tard ou autrement. Alors, votre livre est une vraie pépite, je vous le disais hors antenne, dans lequel vous donnez de nombreux conseils. Valérie Romanov, comment réagir? Ça va plaire à nos auditeurs, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de vous poser ces questions. Comment réagir si un enfant ne veut pas manger, se laver ou dormir, par exemple? Oui, le fameux je ne veux pas. Eh bien, oui, il y a plein de possibilités. Alors, pour manger, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme beaucoup de parents ont pu déjà le remarquer, on ne peut pas forcer un enfant à manger, en fait. C'est pas possible. Donc, si on le menace ou si on lui fait du chantage, etc., c'est pas forcément une bonne idée parce qu'en fait, un enfant, il sait quand il a faim, il sait quand il a pas faim et c'est quelque chose d'assez précieux. Et quand on perd ça parce que justement, on nous a obligés à finir notre assiette ou qu'on nous a obligés à manger des choses qu'on voulait pas, après, plus tard, ça crée des problèmes de gestion de poids. Et moi, je reçois beaucoup de personnes dans mon cabinet d'hypnose qui, justement, ont perdu ce sentiment de satiété, ce sentiment de faim parce qu'on leur a tellement imposé des choses étant petits qu'ils ont perdu cette sensation. Et c'est quelque chose de difficile à rattraper. Donc, si un enfant il veut pas manger, il mange pas et puis il mangera le lendemain. Et qu'à partir du moment où on suit ses courbes de poids et de croissance qui sont correctes et c'est la plupart du temps le cas, c'est pas grave en fait. Il peut se réguler et manger autrement ou à un autre moment ou un autre jour plus pour pouvoir rattraper ce qu'il n'aura pas mangé la veille. Alors vous dites que les enfants coléreux, ça n'existe pas. Oui, c'est-à-dire que quand on s'enferme soi-même ou quand on enferme son enfant sous une étiquette, par exemple en disant il est coléreux, ça va encourager ce comportement parce que l'enfant, ce qu'il fait, c'est qu'il nous écoute, contrairement à ce qu'on pense, et qu'il va vouloir reproduire ou augmenter les choses qu'on lui dit. Donc, si on lui dit t'es coléreux, il va croire que c'est son identité et il va développer ce trait de caractère simplement pour nous faire plaisir en fait, parce qu'il pense que c'est ça qu'il est. Alors, un enfant, il peut faire des colères, il peut se mettre en colère, il peut avoir des colères à exprimer, mais c'est pas pour ça qu'il est coléreux. C'est vraiment une nuance assez importante de toutes les phrases qui commencent par tu es ceci ou tu es cela, ça va le définir au niveau de son identité et ça va être quelque chose d'important pour lui. Alors que si on lui dit voilà, là tu t'es mis en colère, c'est pas du tout pareil, ça ne l'implique pas de la même façon. Et ça ne l'enferme pas. Et du coup, ça lui permet de pouvoir se mettre en colère et de pouvoir se calmer et de pouvoir faire autrement et peut-être de pouvoir après moins souvent se mettre en colère. Quelles sont les méthodes que vous utilisez jusqu'à présent pour que votre ado range sa chambre? Ah oui, alors pour ranger sa chambre, donc c'est pas forcément facile. Donc souvent, on a tendance à faire plus de la même chose. C'est-à-dire, on va lui dire range ta chambre et on va lui dire de plus en plus, on va crier de plus en plus fort, on va lui répéter de plus en plus souvent. Et en fait, en faisant plus de la même chose, on obtient plus du même résultat, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc à ce moment-là, quand on se rend compte que ce qu'on fait ne marche pas, l'idée c'est de faire n'importe quoi d'autre. Donc n'importe quoi d'autre, ça peut être de le dire en chantant, ça peut être de lui écrire un mot sur sa porte, ça peut être de prendre toutes ses affaires et de les mettre dans un grand sac poubelle. N'importe quoi sera mieux que de faire la même chose. Ça peut être, pourquoi pas, de lui dire de ne surtout pas ranger sa chambre, parce que il y a des personnes qui sont assez sensibles à la négation et quand on leur dit de ne pas faire quelque chose, ils vont le faire. Donc on dit surtout aujourd'hui, tu ne ranges pas ta chambre. Je compte sur toi pour ne pas la ranger du tout. J'espère que tu vas bien faire ce que je te dis. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, une astuce. Donc l'idée c'est d'inventer, d'essayer de faire appel à sa créativité, la créativité qu'on a tous en fait, mais auquel on fait pas souvent, pas toujours appel, pour pouvoir justement trouver des nouvelles idées qui vont apporter des nouveaux résultats et qui nous permettront d'arrêter de nous fatiguer, d'arrêter de répéter, d'arrêter de crier, d'arrêter de faire toutes ces choses qui nous épuisent et qui sont pas forcément très efficaces. Il faut prévoir aussi une case de câlin, j'ai vu dans le planning. Une case câlin, oui, c'est ça. Les câlins, ça fait du bien. Les câlins, c'est important et c'est vrai que souvent pris par le quotidien, les tâches
tâches à faire, les choses à accomplir, le bain, les devoirs, le dîner, et ben on en oublie finalement l'essentiel, on en oublie le plaisir d'avoir un enfant et de partager comme ça des moments de câlin ou des moments de rigolade ou des moments de plaisir partagé qui font que ça recharge en fait, ça recharge en énergie, ça recharge en batterie, ça recharge en bonne humeur, et c'est des choses dont on a vraiment besoin quand on est parent solo ou pas d'ailleurs, de l'énergie, de la bonne humeur et du plaisir. Alors pour terminer, je voudrais finir avec cette phrase, je vous cite, vous dites être parent solo est une aventure et comme toutes les aventures de la vie, elle peut être terrible ou merveilleuse et maintenant vous savez qu'elle peut aussi être terriblement merveilleuse. Elle est terriblement merveilleuse votre vie maintenant? Oui, on peut dire ça, Ouais. C'est une chouette idée de se dire ça, qu'on a une vie terriblement merveilleuse, oui, tout à fait. Merci Valérie Romanoff. Merci à vous, merci beaucoup. Parents solo avec ou sans l'aide de l'autre parent, élever ses enfants avec zen et bienveillance de la collection Parents au top de Valérie Romanoff aux éditions Erol. Dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle de l'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an, au cours d'une nuit extraordinaire, les Gillicle Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef Deutéronome choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Gélicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Je ne t'avais jamais vu ici. Open up and tell me if you find there the meaning of what happiness is. Then a new life will begin. Viens, nous allons commencer. Cats, un film féerique et plein de magie pour Noël à voir en famille. Dans Que faire des mômes, je reçois à présent Christelle Risuto. Bonjour Christelle Risuto. Bonjour. Alors vous êtes hypnothérapeute, directrice du théâtre en Bordeaux, auteure, comédienne, productrice de spectacles et organisatrice d'événements. Vous avez notamment écrit et mis en scène Paris des Minus, un spectacle à découvrir au théâtre du gymnase Maribel à Paris jusqu'au 5 janvier. Alors, qui est Mademoiselle Camélia? Alors, Mademoiselle Camélia est une architecte qui fait des plans donc pour les JO 2024. Et en fait, c'est un spectacle du coup qui va parler d'écosystème et aussi il y a un petit clin d'œil au fait qu'on est tous les architectes de sa vie. Qui sont les fourmis Fifi et la grenouille Gabi? Alors c'est une petite grenouille et une petite fourmi donc qui se rencontrent et évidemment comme elles sont bien différentes, normalement au départ elles peuvent pas être ensemble, mais elles vont quand même tomber amoureux l'un de l'autre et du coup ils vont quand même s'unir. Donc d'où le sujet aussi sur les différences. Alors oui, Fifi est missionnée par les services secrets et Gabi lui cherche plutôt l'amour, hein, c'est ça? Exactement, parce que en fait c'est là toute l'originalité, c'est que Fifi la fourmi part à la recherche de la boucle d'oreille de Jeanne Masse. C'est toute la petite originalité du spectacle, c'est qu'il y a des chansons des années 80 reprises par les personnages de façon très jolie. Est-ce qu'il y a des décors, des costumes? C'est pour donner l'envie à nos auditeurs de venir découvrir le spectacle. Oui, il y a des décors, il y a une grande fleur, on voyage dans Paris, à un moment donné, il y a la veuve noire, une araignée, donc il y a une grande toile d'araignée sur scène. Oui, il y a des changements de décors, c'est très joli. Je vous vois, avec vos regards, envieuses. Vous voulez tout être mon amoureuse. Chippy. Attendez, c'est qui la veuve noire? Ville de lumière, j'ai besoin de toi. Wow, 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 wow. Alors, vous êtes directrice du théâtre en Bordeaux, à Torigny-sur-Marne. Quelques mots alors sur ce lieu. Alors, c'est un petit café-théâtre qui se trouve en bord de Marne, à Torigny, Lagny Torigny, voilà, à 23 minutes de Paris. C'est une création, hein, il n'y avait pas de petit café-théâtre du tout dans le coin, donc j'ai été une créatrice, on va dire, à ce niveau-là. Donc, ça fait maintenant
En janvier, ça fera 6 ans qu'il existe. Et alors, tous les week-ends, la programmation change. Beaucoup d'humour, évidemment, du one-man show, du one-woman show, des comédies de plus en plus. Et puis du spectacle pour enfants tous les jours pendant les vacances scolaires, évidemment. Là, pour Noël, on a un spectacle seulement, c'est Sapristi, le Père Noël est malade, voilà, de Cecilia Fornezzo. Un super spectacle de Noël. Très bien. Allez, pour terminer, qu'avez-vous envie de dire alors à nos amis auditeurs pour qu'ils viennent découvrir en famille Paris des Minus? J'ai juste envie de dire que les comédiens sont formidables, vraiment, que l'histoire est vraiment originale, que ça plaît aux grands comme aux petits, parce que les petits se laissent porter par le côté rigolo de la grenouille, de Fifi. On apprend les monuments de Paris. Très bien, je vous remercie Christelle Risuto, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric. Paris des Minus, un spectacle musical à partir de 3 ans, écrit et mis en scène par Christelle Risuto, à découvrir avec vos enfants au théâtre du Gymnase Maribel à Paris jusqu'au 5 janvier. À noter dans vos agendas que la compagnie Si et Seulement Là vous présente à la Comédie Saint-Michel à Paris 2 spectacles pour enfants à partir de 3 ans, Mission Neige et Lali les Étoiles. Et enfin, pour célébrer leur 40e anniversaire, les Arts Florissants proposent un week-end en forme de feu d'artifice musical à la Philharmonie de Paris les 20, 21 et 22 décembre. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une collection de contes modernes et intemporels remplis d'aventures et d'humour de Nicole Burezi et merveilleusement illustrés par Mindy Reynaud aux éditions LC. C'est avant tout l'originalité de cette collection à la fois distrayante et pédagogique qui m'a séduite. Ce qui est très sympa, c'est que dans chacun de ces livres, je vous les cite tous, Le Panache, Linette et le Marchand de Sable, La Maison qui prend la mer, La Reine Réjeanne et enfin Nathan et le Rouleau Magique, vous trouverez des marque-pages qui expliquent le vocabulaire avec des mots simples qui facilitent la lecture autonome. Et sur la 4e de couverture, le titre et le résumé du livre sont traduits en anglais. Voilà une collection indispensable pour ces fêtes de Noël. Nous aurons l'occasion d'en reparler puisque Nicole Burezi et Mindy Reynaud seront prochainement mes invités. À présent, dans Que faire des mômes, c'est un auteur et un comédien hors pair. Nombreux d'entre vous le connaissent pour son rôle de Sylvain dans Caméra Café. Aujourd'hui, il triomphe au théâtre La Divine Comédie dans un spectacle mis en scène par Caroline Mansart, spectacle pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout. Je précise que ce n'est pas un spectacle pour enfants, c'est avant tout le super papa que je reçois. Alexandre Pelle est mon invité. Bonjour Alexandre Pelle. Bonjour Eric. Alors vous êtes auteur, comédien et super papa. Votre actualité, c'est votre one-man show, Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le spectacle ? Donc le spectacle, ça parle de tous les sujets qui font grincer en ce moment. Ça parle surtout de la liberté d'expression. C'est un spectacle que j'ai écrit il y a 5 ans, que je ne joue que maintenant parce que en fait je l'ai écrit juste avant Charlie Hebdo. Et il y avait un climat de tension. Ça a été le Charlie Hebdo, ça a été le 11 septembre des humoristes. Et donc j'ai eu une dépression familiale pour pas faire ce spectacle. Et puis finalement, ma metteuse en scène m'a dit mais t'as une matière incroyable, il faut que tu fasses ce spectacle. Donc j'ai décidé de le faire. Et j'ai décidé d'aller le plus loin possible dans tous les sujets de crispation aujourd'hui dans la société. Et je trouve qu'il n'y a aucune raison on a la chance de vivre en France, on a la chance d'avoir une liberté d'expression quasiment totale un peu partout, ce qui n'est pas le cas dans le monde. Et donc je me suis dit, après tout, je vois pas pourquoi on s'interdirait de s'interdire en fait. Donc je parle de tous les sujets qui grincent et surtout sur le thème de l'humour, parce que je pense qu'on peut rire de tout. On se doit de rire de tout, à condition tous d'avoir un minimum de second degré et de se détacher de soi et donc d'avoir du recul par essence. Quelle est pour vous la définition de la liberté ? La liberté, waouh, la liberté, déjà c'est d'y avoir réfléchi, c'est d'avoir... la liberté, c'est aussi la tolérance, c'est-à-dire que moi il y a des choses que je n'aime pas chez les autres et je le tolère. Voilà, c'est-à-dire que la tolérance, c'est de pas aimer spécialement d'être attiré par des choses La tolérance pour moi, c'est j'adhère pas, je sais pas ce que c'est, ça me fait peur, ça me fait pas rire, c'est inquiétant, j'aime pas intellectuellement, mais je le respecte et je le tolère, même si c'est pas ma chapelle, même si c'est pas mon précaré, même si c'est pas mon jardin. Voilà, je trouve que c'est important qu'on ait ça les uns vis-à-vis des autres, et auquel cas ça amène de la nuance, ça amène une compréhension. Voilà, aujourd'hui on est dans une société où tout le monde veut aller vite et surtout d'avoir un avis définitif
on s'aperçoit quand on est papa qu'il n'y a pas d'avis définitif, qu'on est obligé de refaire des mises à jour quasi quotidiennement ou mensuellement. Donc je trouve ça bien qu'on soit tolérant dans les deux sens du terme. Est-il possible de rire encore de tout, justement ? Pour moi, il est absolument possible de rire de tout, surtout sur scène. Et je vous conseille de venir voir Conseiller des jeunes qui veulent rire de tout, tous les vendredis et samedis à 20h à la Divine Comédie à Paris, dans le 9e arrondissement. Pour moi, on est capable de rire de tout. Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui s'emparent de la liberté d'expression pour essayer de vendre leur sauce. Quand je vois que l'association Ni Pute Ni Soumise est toujours en procès contre Orelsan, alors que le chanteur n'a fait que écrire une chanson où il s'est mis à la place d'un con cocu, violent et alcoolisé, j'avoue que je ne comprends pas bien qui est un premier degré sur des supports culturels. En fait, je comprends pas que c'est-à-dire que si Johnny Hallyday chante une chanson Allumer le feu, ça veut dire que quoi ? C'est un hymne à la pyromanie ? Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc je trouve que les hommes politiques devraient rester sur ce qu'ils sont, c'est-à-dire faire de la politique et être sérieux et non pas s'aventurer à droite et à gauche. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un mélange des genres qui est un peu pernicieux et pour lequel on devrait faire très attention, et les citoyens et les hommes politiques. Et puis aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus personne. Quand je vois que Trump est en Rocky Balboa sur son compte Twitter, je me dis mais qu'est-ce qu'il va faire Macron ? Il va répondre par une affiche du Guignolo de Belmondo. Enfin, les gars, il faut faire attention quand même. Depuis Coluche, l'humour a énormément changé en France, vous êtes d'accord ? Oui, mais en fait, il y a quelque chose qu'on oublie de dire, c'est que Coluche a été interdit. Guy Bedos a été interdit de télévision jusqu'en 81. C'est-à-dire que Guy Bedos n'était pas aimé. Il était interdit. Coluche, il n'est pas passé tout de suite. C'est la liberté c'est à la fois le talent d'Europe 1 à l'époque de l'avoir mis sur les ondes, le talent de Lederman, l'arrivée des radios libres qui ont fait que Coluche a eu accès aux médias. Avant, il avait un accès aux médias qui était timide, timoré. Je pense pas que l'époque ait énormément changé. Ce qui a cristallisé, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont dans la merde. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, ce qui n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, on est sur un chômage à 5,5 millions de personnes. Ça change des 500 000 de l'époque. Et puis aujourd'hui, on est dans une époque où la peur fait vendre. Donc la peur faisant vendre, eh bien, on n'est plus dans cette société où on était dans les années 70, où il y avait cette parenthèse enchantée, où il y avait ce choc pétrolier, mais il y avait quand même l'espoir de faire quelque chose. Et aujourd'hui, on est dans un avenir qui semble plus sombre. Et voilà, donc je pense qu'on c'était pas si facile que ça pour Coluche et c'est pas si facile aujourd'hui pour les humoristes. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé en fait. Lorsque vous étiez petit garçon, quel humoriste vous faisait rire ? Coluche, Guy Bedos, Pierre Desproges, tous les gens qui ont du talent, tous les gens qui font de l'humour qui me fait réfléchir, ou alors des gens qui ont un humour viscéralement drôle. Fernand Reynaud me faisait vraiment rire alors que je comprenais pas bien mais le garçon, et voilà, il y a des gens qui sont véritablement très 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 drôles, mais Coluche, il y a l'intelligence, il y a le clown, il y a le fait qu'il sache jouer du violon avec quand même des gants de boxe. Il est capable de faire Ciao Pantin comme le prof. Il était capable vraiment de tout faire. C'est vraiment un artiste entier et parfait. Vous êtes un super papa, mais vous n'aimez pas trop en parler parce que vous dites que ça fait mec qui se vante. Oui, mais ça je le dis sur scène en fait. Je m'auto-proclame super papa, donc à partir du moment où on s'auto-proclame, c'est toujours suspicieux. Et bon, là je le fais avec second degré humour. Voilà, moi j'essaye d'être un papa. Après, comme il n'y a pas de mode d'emploi, je l'écris tous les jours et pareil, je refais des mises à jour quasiment quotidiennement. Quelle qualité doit avoir un super papa ? Je pense que c'est l'écoute et de sentir ses enfants en fait, de sentir que et puis de pas les angoisser, voilà, de leur donner des règles parce qu'il faut des règles, mais à la fois les règles ne sont pas que des interdits, c'est aussi tout ce qu'on peut faire. Les règles, c'est pas l'interdit, c'est ce qui est permis.
Donc voilà, quand on a cet éclairage-là, de toute façon, toute éducation est imparfaite, mais je pense que moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'ils soient honnêtes, autonomes, responsables et qu'ils aient de l'humour. Parce que quand on a de l'humour, on arrive toujours à sortir d'une situation. En fait, rien n'est très grave, sauf la maladie. Et même ça, on arrive à en parler. Et même ça, même quand vous avez des pépins de santé, ça vous arrive de dire des conneries. Alors, il y a des pépins de santé. Une grippe n'est pas tout à fait... on ne peut pas la mettre sur le même pied d'égalité que le cancer. Mais je pense qu'effectivement, l'humour, c'est, comme je dis dans le spectacle, c'est le propre de l'homme. Et moi, j'aime bien y aller au Karcher. Voilà. Mais je pense qu'on peut rire de tout. Et qu'on se doit de rire de tout parce que rien n'est grave à part la guerre et la maladie. Et pour l'instant, dans un pays occidental comme la France, on est quand même pas mal épargné. C'est 2 enfants que vous avez, hein, c'est ça? Absolument. Si l'un d'entre eux vous annonçait qu'il voulait faire du spectacle, qu'il voulait être humoriste, qu'est-ce que vous lui diriez? Ce que je dirais exactement la même chose que m'a dit ma petite maman. Elle m'a dit tu fais ce que tu veux, mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu le fasses bien. Que tu y mettes du cœur. Ma mère, moi, je pense qu'elle aurait adoré que... Si je lui avais dit je suis pizzaiolo, elle m'aurait dit c'est super, mais tu fais bien les pizzas. Tu fais pas des pizzas surgelées, tu les fais bien. Voilà. Donc c'est pas quelque chose. Moi, je veux que mes enfants. Mon petit m'a demandé, il m'a dit papa, plus tard, je veux être humoriste. Donc voilà, il sera humoriste s'il veut. Et surtout, c'est que les gamins qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais surtout qu'ils le fassent bien et qu'ils le fassent avec volonté, avec ténacité et avec envie. De faire comme son papa, c'est très bien, mais à un moment, il faut avoir des choses à proposer, puis avoir une vraie envie. Quand on a une vraie envie, on trouve les solutions, quoi. Alors Alexandre Nobel, il faut y rappeler que vous avez commencé votre carrière avec Les Nuls, avec qui vous avez écrit et joué pendant 6 ans. Quels souvenirs vous gardez justement de ces 6 années ? Ah bah c'est très simple, c'est ce qui m'a vu naître à la fois en tant qu'homme, en tant qu'humain, et j'ai trouvé ma place dans la société. Donc et à une époque où j'étais jeune, donc à un moment on rentre dans la caverne d'Ali Baba, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme c'est vous rentrez en boîte. Avant vous étiez tout le temps refoulé parce que quand vous aviez des baskets ça allait pas, quand vous aviez des chaussures en cuir ça n'allait pas, quand vous aviez des bottes, quand vous aviez des bottes de cheval, bref ça n'allait jamais. Et tout d'un coup on vous laisse rentrer et tout d'un coup c'est l'ascenseur émotionnel, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup vous passez du rez-de-chaussée au 56e étage et vous avez la tête dans les nuages. Et vous voyez les choses d'une autre façon, vous voyez Paris sur un 360 degrés. Alors vous savez très bien que ce grand voyage et ce grand tour, cette grande roue, elle va pas durer éternellement, mais vous êtes monté une fois et c'est assez incroyable en fait. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai fait quand j'étais jeune. Et donc ça m'a permis d'avoir accès à plein de choses et surtout le plus important c'est d'avoir accès à soi et de se réaliser soi. À partir de ce moment-là, il y a peu de gens qui arrivent à se réaliser dans la vie et à partir du moment où on touche du doigt ça, je trouve que c'est une très grande chance pour soi, pour son entourage et sa famille. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de bien parce que c'est dur, mais il y a plein de gens qui font des métiers difficiles, donc autant faire un métier qui vous plaise vraiment. Alors vous avez été notamment auteur des Guignols de la série H, et puis vous avez interprété Sylvain, le comptable naïf dans Caméra Café. Est-ce que vous avez personnellement des points communs ou pas du tout avec ce personnage ? Ah, j'ai 2 points communs, c'est que je suis extrêmement maladroit dans la vie, donc je suis maladroit et gaffeur. Et surtout, c'est que j'adore, c'est-à-dire que c'est mon clown absolu, Sylvain. Alors, conseil à des jeunes qui veulent rire de tout et votre deuxième one-man show, est-ce que pour ce deuxième spectacle, vous êtes accordé plus de liberté dans l'écriture ? Alors, je me suis accordé beaucoup de liberté dans l'écriture, mais surtout, je me suis accordé beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que c'est un spectacle où j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. J'ai beaucoup réfléchi
Donc voilà, donc aujourd'hui je suis extrêmement serein. Faut être maso pour écrire un spectacle en fait. Enfin pour moi, c'est-à-dire que c'est une souffrance. Et quand je vois que ça marche et que le public est au rendez-vous et que les gens rigolent, je suis extrêmement soulagé en fait. Merci Alexandre Pelle, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout, un spectacle à voir sans ses enfants, de et avec Alexandre Pelle, tous les vendredis et samedis à 20h au théâtre La Divine Comédie à Paris. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye.